Salut à tous, mesdames, messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette rentrée des classes également de l'équipe de Dash Football Club. Nous allons décrypter l'actualité du football pour ce début de semaine, marqué par la rentrée des classes de l'équipe nationale de football du Cameroun. Je rappelle que les Lions indomptables ont démarré ce lundi leur regroupement à Yaoundé pour préparer la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Cameroun qui affronte le Burundi le 12 septembre à Garoua. Les Lions, après avoir disputé les matchs des championnats le week-end dernier, rejoignent progressivement la tanière de l'équipe nationale. Et nous allons profiter de cette tribune pour revenir sur les points forts, les performances majeures du week-end chez les Lions indomptables enregistrées le week-end dernier dans les différents championnats européens. Nous parlerons aussi de cette préparation pour le match contre le Burundi en évoquant les chantiers qui attendent le staff technique de l'équipe nationale du Cameroun. On n'oublie pas la sortie d'André Onana sur les réseaux sociaux qui a annoncé lui-même son retour en sélection nationale. Nos experts vont décrypter justement ce changement que ça peut impliquer au sein de l'équipe de Rigobert Song Baharanak. Et un mot de nécrologie aussi à suivre dans cette édition de Dash Football Club où nous allons évoquer la disparition de la légende du football malien, légende du football africain, Salif Keita, tout premier ballon d'or africain en 1970. Il a rendu l'âme le week-end dernier. On rappelle que les hommages se multiplient du côté du Mali et nous allons écouter un consultant sportif malien dans cette émission qui va revenir sur la carrière de Salif Keita qu'on appelait affectueusement Domingo. Voilà pour le menu de cette autre édition de votre programme Dash Football Club. Premier numéro du mois de septembre, c'est également la rentrée des classes pour nos experts déjà présents dans ce studio. Je commence avec ma gauche. Nous retrouvons le coach David Gambé. David Gambé, je me retrouve qui est encore avec nous. Bonsoir coach. Non, bonsoir, enchanté d'être encore là aujourd'hui, tout le plaisir pour moi. Comment ça va, coach David Gambé? Non, je me porte très bien. Je me porte très bien. C'est vrai que c'est un peu difficile pour un début de saison, surtout que nous sommes en train de préparer la nouvelle saison. Nous sommes en pleine phase de recrutement, c'est très compliqué. David Gambé, entraîneur à Avion Academy, équipe de MTN Elite One. Selon des indiscrétions, le championnat, le lancement de la saison est prévu le 30 septembre prochain. Est-ce que vous confirmez cette info? Non, vous avez bien dit que c'est des indiscrétions. Ah oui. La date n'est pas encore officielle, on ne peut pas la confirmer. Il n'y a que peut-être après la réunion du bureau exécutif qui se tiendra peut-être le 11. Probablement, c'est là où la date officielle sortira. Je rappelle que dans le cadre toujours de la préparation de cette nouvelle saison, la FECAFOOT, à travers une circulaire adressée au club, a fixé la grille salariale des joueurs et des entraîneurs de MTN Elite One, MTN Elite 2 et Guinée Super League. J'aimerais juste avoir votre avis, coach David Gambé, par rapport à ces exigences de la fédération. Je rappelle que le salaire de base pour un entraîneur de MTN Elite One, c'est 250 000. En MTN Elite 2, 150 000. Le salaire de base pour un entraîneur, pour un joueur de MTN Elite One, 200 000. Pour un joueur de MTN Elite 2, 75 000 francs CFA. Quel est votre avis sur ces différentes exigences de la FECAFOOT? Non, ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon, mais ce que je veux quand même dire, c'est que pour nous les entraîneurs, ce n'est pas nouveau. C'est une vieille réglementation qui était là depuis. Malheureusement, elle n'était probablement pas appliquée. Mais la fédération, les équipes qui a trouvé, il y avait ces dispositions-là déjà. C'est pour les joueurs qui ont une amélioration, où qui sont quittés de 100 000 à 200 000 francs pour les joueurs de League One et de 75 000 à 150 000 francs pour les joueurs de League 2. C'est chez eux qu'il y a une amélioration. Mais pour nous, les entraîneurs, ça a toujours été comme ça depuis pratiquement 2 exécutifs. Donc pour nous, rien de nouveau. Nous espérons seulement que la fédération va quand même mettre tous les moyens nécessaires pour que ces dispositions soient appliquées par le club. Rien de nouveau, rassure le coach David Gambé, entraîneur d'Avion Academy. On le rappelle, qui se prépare pour la prochaine saison en MTN Elite One, la FECAFOOT, qui multiplie également quelques réunions pour mieux préparer cette prochaine saison. Nous avons également sur ce plateau le coach Lacombe Monté, qu'on ne présente plus. C'est un fidèle parmi les fidèles sur Dash Football Club. C'est un retour du coach Lacombe Monté. Bonsoir coach. Bon après-midi à toi, bon après-midi au coach David. Beaucoup de courage pour la saison. Bon après-midi à toute ton équipe technique qui est derrière. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, coach Lacombe Monté qui est avec nous, ancien entraîneur du Nisport du Honkam, à Motos Bouddha. Il est passé par plusieurs formations également, mais qui va nous permettre d'avoir quelques analyses pour évoquer les sujets qui sont sur la table pour cet après-midi. Nous allons nous retrouver dans quelques instants et pour dérouler l'actualité des Lions en club. Nous allons démarrer ce tour d'horizon avec la première nouvelle concernant un international camerounais convoqué par Rigobert Song Baharanak
Il s'agit d'André Onana, le portier de Manchester United, qui était encore dans les cages de la formation mancunienne lors de la 4e journée du championnat de Première Ligue. Manchester qui était opposé à la formation de Nottingham Forest. Manchester qui était opposé à Arsenal. Autant pour moi, c'était un déplacement dans la ville de Londres, marqué par une défaite de Manchester United, 3-2. Je rappelle que c'est dans le temps additionnel que les Gunners ont réussi à inscrire 2 buts pour remporter les 3 points de cette partie. Coach David Gambé, vous, comme tous les Camerounais, vous regardez aussi les prestations d'André Onana depuis son arrivée en Première Ligue. Est-ce qu'il fait un bon début de saison? Bon, comment vous qualifiez ce début de saison d'André Onana? Non, ne pas dire qu'il ne fait pas un bon début de saison, ça serait trop mal, ça serait pas normal ou honnête. Moi, je pense qu'il fait un bon début de saison. Et peut-être que c'est sur le plan individuel que les gens vont regarder, beaucoup regardent un peu sur le plan individuel. Il y a des commentaires qui vont de gauche à droite, qui l'encaissent un peu plus. Mais je pense que ce n'est pas ça le plus important. 8 buts en 4 matchs. Oui, je pense que le plus important, le plus souvent, c'est le collectif. Une équipe, quand un individu peut se fondre dans un collectif et que le collectif gagne, oui, c'est vrai. Bon, mais pour un début de saison, c'est vrai qu'il a encaissé 8 buts en 4 matchs. Nous devons aussi comprendre que ce n'est pas seulement le gardien, une équipe, c'est également sa défense. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut intégrer. Est-ce qu'il a une bonne défense? Est-ce que sa défense, la dimension défensive est bonne? Nous disons que quelqu'un a une défense poreuse, forcément le gardien ne fera pas de miracles. C'est vrai que c'est le dernier rempart, mais il faudrait quand même que la défense soit également bonne. Mais lorsque je regarde l'équipe de Manchester, je ne pense pas qu'il soit vraiment très équilibré sur le plan défensif. En parlant justement de l'utilisation d'André Onana dans les cages de Manchester United, comment vous trouvez son utilisation dans ces formations? On sait bien que c'est un gardien qui joue très haut, mais parfois qui est perturbé par la charnière centrale mancunienne qui est relativement bas. Oui, vous savez, je pense que quand un certain entraîneur s'engage à prendre un joueur, c'est par rapport à son projet de jeu. C'est par rapport à son projet de jeu. Je pense que aujourd'hui, de plus en plus, les gardiens de but modernes aujourd'hui doivent avoir déjà un très bon jeu de pied, être capable de relancer, favoriser la sortie de balle à partir de l'arrière. Je pense que ça a été le projet de jeu qu'on avait pris pour André Onana. C'est pour ça qu'on a pris André Onana. Maintenant, quand la défense joue très basse, ça fait qu'aujourd'hui, ces véritables qualités pour lesquelles on l'avait prise ne peut pas ressortir. Donc c'est difficile pour lui, surtout que sa défense joue un peu basse. Parce qu'un joueur avec le carton Onana, c'est quand une défense qui joue un peu, elle est haute, ça lui permet également de jouer le rôle de libéraux la défense et d'être capable de relancer et de faire les sorties de balles, comme il a même un très bon coup de pied de 30-40 mètres. Maintenant, quand la défense est basse, sincèrement, à ce niveau-là, je pense, ce qui était recherché lorsqu'on le recrutait, on ne va pas le retrouver. André Onana, le gardien de Manchester United, qui va quitter justement ses coéquipiers pour revenir au Cameroun. D'ailleurs, il a fait une annonce en ce début de matinée à travers un communiqué ou une note dévoilée sur ses réseaux sociaux. André Onana a confirmé son retour en équipe nationale du Cameroun. C'est la dernière actualité concernant le gardien des Lions. C'est notable. Il met ainsi un terme aux spéculations à ce feuilleton de Doha qui est désormais terminé avec le retour d'André Onana dans la tanière de l'équipe nationale de football du Cameroun. Coach l'a commenté. André Onana qui a pris la parole, comme il avait pris la parole aussi avant la Coupe du Monde, avant la fin de la Coupe du Monde en décembre 2022. Il avait pris la parole pour annoncer sa retraite anticipée. Il a effectué encore le même exercice pour sortir de sa retraite et pour répondre à la sélection de Rigobert Song Bahanac. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de découvrir les propos utilisés par André Onana. Est-ce qu'à travers ce communiqué, André Onana ne dénonce pas aussi un malaise qui règne au sein de cette tanière? Comment faciliter sa nouvelle intégration, sa réintégration, voilà. Je cherche l'expression, même s'il connaît très bien ses partenaires. Mais à travers ces sorties, est-ce qu'André aussi ne se tire pas encore une balle dans le pied? Mais déjà, il faut dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire on est habitué avec ça dans le monde du football, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou bien même dans le monde entier. On a vu des gardiens ou des joueurs qui sont partis et qui sont revenus. On a vu des joueurs et des gardiens qui avaient annoncé leur retraite internationale, maintenant sous l'impulsion du gouvernement ou bien peut-être d'une certaine hiérarchie qui est revenue. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on fait trop de débats entre Onana, Eto'o, et puis Rigobert Song, et puis ça n'aide pas le pays. J'ai l'impression que ça n'aide pas le pays et si on ne fait pas attention, on va aller droit au mur. Il faut faire attention. Et puis, j'ai aussi l'impression qu'il n'est pas bien conseillé parce que pour moi, il devait prendre un peu plus de la hauteur. Parce que depuis un bout de temps, je crois que Rigobert Song, il est resté droit dans ses bottes, même si on a l'impression, entre guillemets, que ce n'est pas lui qui l'a convoqué, entre guillemets, selon vous les journalistes. Donc j'ai l'impression que, pour moi, il devait faire un communiqué assez simple.
déjà, quand son nom est dans la liste, il paraît, parce que vous savez, les informations des réseaux sociaux sont très différentes. Il paraît qu'il a fait un post sur sa page. Non, il ne paraît pas. C'est un post qu'il a fait. Je ne peux pas affirmer parce que je ne suis pas... Donc je prends l'information des réseaux sociaux. Non. On a vu circuler sur la toile. Il a fait un post qui, pour moi, a été très maladroit. S'il vraiment il aime ce pays... Lequel des posts, pardon, il a dit que les fleurs rouges, quoi, c'est mon... Ah, ok. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il devait être un peu plus posé. J'ai eu l'échange avec certaines personnes, m'a dit que non, il fait son âge. Non. À un moment donné, quand on joue au très haut niveau, même à 20 ans, on prend un peu de maturité. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça un peu maladroit et j'ai l'impression qu'il n'est pas assez bien conseillé. Il devait être calme. Venir simplement ou alors répondre positivement, faire un poste consensuel, c'est-à-dire que de manière conciliante pour le retour à la sélection nationale. Sans polémique. Après, sans polémique, c'est important. Vous savez, le football n'est pas seulement ce qui est sur le terrain. Vous pouvez penser que vous êtes sur un piédestal, mais à un moment donné, même la nature vous rattrape. Il a extrêmement de talent. Pour moi, il est pratiquement le meilleur. Même s'il a pris 10 buts ou 8 buts en 3 matchs, c'est un gardien exceptionnel. Ça dit que c'est un gardien hors norme. Mais il faut qu'il reste à son statut de joueur. Aujourd'hui, peut-être qu'il est privilégié par le gouvernement. On a vu ça avec Roger Mila, on a vu ça avec Samuel Eto'o, si j'ai bonne mémoire. Donc, il faut qu'il reste sur son piédestal. Alors, s'il reste là-bas, il va nous apporter beaucoup. Mais s'il passe tout le temps à faire des pauses, le mensonge, si c'est les escaliers, le mensonge est monté, ça ne peut pas aider. Et en tant qu'entraîneur, même si vous avez le meilleur joueur du monde, à un moment donné, c'est comme une attaque personnelle. Et ce n'est pas bien. Moi, je pense qu'il doit faire preuve de beaucoup de psychologie. C'est une façon de parler à ceux qui l'entourent parce que je lis beaucoup de choses dans les forums. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des clans. Le clan Eto'o, le clan Son contre le clan Onana. Ça ne peut pas aider la Fédération Cameroun Football. Ça ne peut pas aider l'encadrement technique. Ça ne peut pas aider le gamin qu'il est. Moi, c'est le message que je tiens. Il faut faire attention. Le football est extrêmement compliqué que si on va... J'espère seulement qu'il va faire une bonne prestation. Il peut prendre 2 buts et on marque 3, on gagne. Mais ce ne sera pas bien pour son image. Il peut prendre 3 buts et puis on marque 4, on gagne. Mais s'il vient avec cet état d'esprit qui pour moi est considéré un peu comme de l'orgueil, comme un jeu qui se met au-dessus de tout le monde, même au-dessus de l'encadrement technique. Pour lui, il donne l'impression que ce n'est pas le sélectionneur qui l'a appelé. Il devait faire profil bas. Je dis encore que c'est un gardien exceptionnel. C'est pratiquement le meilleur aujourd'hui au monde. Quand il va réussir à s'adapter au championnat anglais, mais il va terminer les clean sheets. Il peut le faire, il en est capable. Il a fait, je crois, en Hollande, il a fait là-bas en Italie, il arrive en finale de la Champions League. Il peut le faire aussi en Angleterre. Il faut qu'il reste dans son statut de joueur, qu'il continue de progresser parce que le football, l'un des paramètres, c'est la progression. Il a encore beaucoup à apprendre, il a encore beaucoup à progresser et qu'il reste assez humble. Ça, c'est mon avis. L'avis du coach l'a commenté concernant ce retour en sélection d'André Onana. On va revenir encore sur cette note tout à l'heure. Je vais d'abord interroger le coach David Gambé par rapport à ce retour d'André Onana. Il était parti de l'équipe en plein mondial. 8 mois plus tard, il fait son retour, il est sélectionné par Rigobert Song, même s'il dévoile implicitement, parce qu'en écoutant le coach, il dévoile implicitement que le retour en sélection n'a pas été favorisé justement par le staff technique, des personnes peut-être qui ont intervenu pour faciliter son retour en équipe nationale. Mais dans ces conditions, comment son retour peut être perçu même au sein des vestiaires? Parce qu'on sait bien que André Onana, il est parti peut-être de la plus mauvaise manière au sein de cette équipe. Et le retour aujourd'hui, est-ce que son statut même au sein de cette équipe nationale va changer avec ce retour et tout ce qui s'est passé de la période de Coupe du Monde jusqu'à la préparation pour la qualification aussi que le Cameroun cherche? Bon, moi, comme disait tantôt le coach, je pense que ce communiqué a été pour ma part très maladroit. Il a été très maladroit parce que les termes qui ont été utilisés, quoi qu'on vous dise, dans une équipe, l'autorité, c'est l'entraîneur. J'ai entendu des gens dire, par exemple, que on ne peut pas coacher Onana, mais je me moque d'eux. Qui coach l'un, c'est une accession. Qui coach c'est qui coach. Qui donne les principes du jeu, qui fait le choix des hommes, qui fait le choix des options, qui fait le concept en place, c'est l'entraîneur. Ce n'est pas le joueur. Mais le footballeur aussi peut peut-être dans les discussions avec l'entraîneur faire part de quelques propositions. Je suis tout à fait d'accord avec. Il peut faire des propositions, mais l'entraîneur n'est pas obligé d'accepter ses propositions, puisqu'à la fin c'est l'entraîneur qui est le responsable du résultat. Et même ça demande de l'approche coach. Ça demande de l'approche et puis ça dépend. L'approche joueur et entraîneur. Tu vas te mettre en place. Et coach David, moi je pense que je peux. Aucun entraîneur sur cette là c'est une insubordination.
Aucun entraîneur ne peut l'accepter. Donc, je ne vois pas pourquoi, peut-être, quel est l'entraîneur qui peut, pendant qu'il est peut-être après une séance d'entraînement, ou bien peut-être dans sa chambre, ou bien au repos, qu'un joueur l'approche, il lui donne ses suggestions, l'entraîneur sera largement ouvert. Mais si nous sommes en pleine séance d'entraînement, que toi, le joueur, tu commences à dire à l'entraîneur que non, parce ce qu'il doit te faire, à ce niveau, va se rébeller. Moi, je dis sincèrement que les gens, aujourd'hui, de plus en plus, je vais le dire, ce sont les journalistes que moi j'accuse le plus dans cette histoire-ci. Et c'est eux qui ont attisé ce fait. Parce qu'ils ont. Oui, parce qu'ils ont. On n'a pas digéré ça. Parce que lorsque nous regardons sur le qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sont les journalistes. Non, les réseaux sociaux, ce n'est pas le lieu de travail des journalistes. Vous ne pouvez pas dire ça. Nous allons comprendre que, la plupart aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est beaucoup de gens qui entretiennent un peu ce climat-là, dans ce climat-là, qu'il y a des guerres entre certains joueurs de l'équipe nationale avec le machin. Mais j'ai dit beaucoup à la mémoire courte. Lorsque l'on a sorti d'une suspension de près de 1 an, 9 mois, ces joueurs-là, ces gens-là qu'on dit qu'on pas de son, qu'on pas de tout, qu'on dit qu'ils n'aiment pas, qui parmi eux pouvaient prendre le risque qu'un joueur qui sort d'une situation, qui n'avait pas encore fait un match de haut niveau, de le prendre pour le faire jouer un match de l'équipe nationale. Les gens ont la mémoire courte que je laisse. Mais à ce moment-là, lorsqu'ils le faisaient, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? On avait dit ici comment le président, la fédération voulait protéger Onana, parce qu'Onana sortait de machin, on ne voulait pas de Ndoua et consort et tout ça. Les gens ont la mémoire très courte. Aujourd'hui, qu'il y a un problème de discipline et que l'entraîneur est mis en place, aujourd'hui, on remet tout ça sur l'entraîneur. Mais je pense aujourd'hui, pour ma part, que c'est une situation qui sera un peu complexe. Mais je pense que ce soit que ce soit le président de la fédération, des gens qui ont une grosse hauteur d'âme, et que je pense que c'est l'intérêt du football camerounais qui sera le plus respecté. Maintenant, est-ce que le gamin, je dis à son niveau, est-ce qu'il sera donc capable de transcender cette histoire? Si aujourd'hui, dans son poste, il nous fait comprendre qu'il est venu parce que le gouvernement qui a demandé qu'il soit, quel sera son comportement? Sera-t-il suffisamment humble pour savoir que c'est le groupe qui est le plus important? Ce n'est pas moi. Il va se taper que comme c'est le gouvernement qui m'a fait venir, donc je suis libre de faire ce que je veux, il y aura encore clash. Automatiquement. On va redécouvrir encore ce poste d'André Onana, les 3e et 4e paragraphes qui m'intéressent dans cette publication. Face à la manipulation, au mensonge et à l'abus de pouvoir, j'ai choisi de demeurer fidèle à mon idéal en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C'est le moment de nous unir, d'œuvrer en harmonie pour notre bien commun, le Cameroun. Je tiens à saluer, ceci c'est le 4e paragraphe justement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le poste d'André Onana? Je tiens à saluer le gouvernement, qui œuvre de façon acharnée à l'édification d'un Cameroun meilleur et pour tous. Voilà les propos d'André Onana. Un autre paragraphe, le 2e, mon désir de représenter mon pays n'a jamais fléchi depuis ma jeunesse et cette aspiration demeure une part indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction. Je réponds à l'appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l'attente et au soutien des Camerounais qui méritent une équipe nationale déterminée à briller. Il y a un état d'esprit qui transpire dans ce poste, le coach l'a commenté, même si ça soulève encore quelques polémiques. Je pense que dans cette... Enfin là, ce n'est pas mon avis. Je veux juste simplement savoir, est-ce que dans cet état d'esprit, il démontre pour aussi son envie d'aller chercher ce ticket pour la qualification à la CAN Côte d'Ivoire? Parce qu'à travers cette publication, André Onana pense aussi à l'avenir de cette équipe nationale, à aller chercher ce ticket et à honorer justement sa sélection. Et il n'oublie pas de remercier le public camerounais qui l'a soutenu depuis le début de sa carrière internationale. Non, il devait s'arrêter là dans sa sortie. Il devait manifester son patriotisme et son remerciement au public tel qu'il a dit. Mais quand tu viens, quand il commence à... Nous, on n'a rien contre Onana. Tous les entraîneurs au monde, y compris moi, j'aimerais l'avoir. Je vous dis tous les entraîneurs, ou bien, c'est-à-dire pour ne pas dire la plupart. On n'a rien contre lui. On est extrêmement content qu'il revienne parce qu'on est sûr qu'avec lui, l'équipe nationale va gagner quelque chose de plus pendant ce match. Puisque c'est un atout pour l'équipe. C'est un atout pour des équipes, là, il va jouer. Ça, personne ne peut dire le contraire. Regardez comment il joue au football. Il a totalement révolutionné le football. Mais, sauf qu'il ne devait pas parler trop de manipulation. C'est ce que je vous ai dit depuis. Il ne devait pas... Il parle de manipulation et de mensonge. Maintenant, il traite qui de abus de pouvoir. Il traite qui de manipulateur. Il traite qui de... Non. On sait qu'il y a eu des soucis. On sait qu'il y a des soucis entre le sélectionneur et le joueur. Le sélectionneur fait un poste dans le sens que non. Moi, j'ai plutôt parlé d'un cas d'indiscipline. Il s'est arrêté là. Sur l'indiscipline. Techniquement, c'est faisable. Maintenant, lui, il entre dans les profondeurs.
Le sélectionneur n'a jamais fait des détails. C'est vrai qu'il y a eu des fuites qui sont passées partout, mais il n'a même fait un détail que lui m'a dit ceci, lui il m'a menti, il m'a manqué du respect. André non plus. Non, André vient de parler de manipulation de mensonges. Non, je dis sur le premier communiqué de l'Africa Foot. Non, mais votre question c'est ici. Moi je vous dis, Son, que ce soit Son ou bien Eto'o, n'a pas fait un post récent, ni avant pour parler de manque de respect, pour parler d'insultes, pour parler de ceci. Cas d'indiscipline, c'est qui est récurrent dans les clubs de football, même dans une entreprise comme la vôtre. On s'arrête là. À la rigueur, on peut te donner une demande d'explication. Mais sauf que lui, en retour, il donne l'impression, je ne sais pas, qui est menteur? C'est le président de la fédération. Qui est manipulateur? C'est qui? C'est Rigobert Song. Ce sont ses joueurs, ce sont ses équipes, ce sont des qui? Puisque n'oubliez pas que Vincent Obaka, qui est l'un des doyens, qui est au-dessus de tous ces joueurs, sur un certain nombre de choses, il a fait une sortie. Il dit qu'il était placé au sommet de l'attaque. Il entend que le coach parle, en dos dans la, il répond. Il parle, il répond. Il parle, il répond. Il n'entendait pas ce que les gars se disaient. Donc ça veut dire que, dans ce qu'il est en train de dire, donc ça veut dire que même son capitaine est menteur. Tu crois que Vincent va prendre ça comment? Mais finalement, ce gamin, on ne comprend pas. Moi, je vous dis encore que je souhaiterais qu'avant le 12, s'il te plaît, que vous les journalistes... On doit évoluer. Non, je sais, non, il s'agit de la nation maintenant. Oui, donc, je souhaiterais que vous les journalistes, avant le 12, vous mettez les sujets de rassemblement, les sujets de paix, les sujets de réconciliation qui vont faire des tapages pendant ces jours avant le 12. Vous allez voir, si vous faites ça, ou alors si toi tu commences à faire ceci, tu nous invites, on va trouver le temps nécessaire pour venir dire non, André, essayez de faire pour FIBA, mettez des sujets qui vont rassembler. Et vous êtes capable de le faire. Ce ne sont pas nous les entraîneurs, c'est vous les journalistes dans les médias, sur les plateaux. Ici, les sujets, Eto'o est monté, André est monté. Depuis 2021, ce n'est que ça qu'on entend. Mais il faut changer un peu. Mettez des sujets de réconciliation. Mettez des sujets et proposer des idées pacifiques. Proposer des idées objectives. Évitez de faire ce débat. Non, André a dit ceci là. Toi, regarde. Toi, tu as dit que regarde ta réaction. Tu as dit que tu as pris 2 ou 3 paragraphes et tu as encore ressorti manipulation et mensonge. Or, il ne faut pas. Mais fais mon travail. Non, c'est ça que nous, maintenant, on vous donne des conseils. Nous sommes des acteurs. Après, nous sommes des joueurs, nous sommes des entraîneurs. Mais vous donnez des conseils, mais pas pour dire à ce qu'il doit faire. Sauf que la prochaine fois, on n'aura plus le temps pour venir faire ce genre de débat. Nous, on pense que, comme il s'agit du pays, s'il vous plaît, je reste, changez un peu, peut-être pas toi, changez un peu la méthode. Désormais, faites des posts où on voit, on en a sur la photo, en vrai, donc, c'est-à-dire que soit les Robinson, comme ils sont en train de se saluer. Tantôt, on va te dire que non, le fils ne parle pas avec son père. Directement, pendant 1 mois, toutes les chaînes de télé commencent à faire de ça. Mais attention! Après, chacun fait son travail. Chacun fait son travail. On va pas vous demander. Mais sauf qu'on vous demande d'aller dans le sens de la paix. Mais le journaliste ne viendra pas vous dire comment vous allez organiser vos séances d'entraînement. Non. Ce sont des propositions. Nous sommes d'accord. Ce sont des propositions pour vous dire que désormais, nous, c'est-à-dire que nous vous prions. Ça, ce n'est pas une obligation. Faisons un peu des sujets qui vont ramener la paix. Ne faites pas une fixation sur les journalistes. Non, mais je n'ai pas dit toi. Non, je n'ai pas dit toi. Mais ne faites pas une fixation sur les journalistes. On parle d'une actualité, d'un joueur qui a fait une sortie. Et c'est normal que dans cette émission, je vienne commenter cette actualité avec mes invités. Après, ne me dites pas ce que je dois faire. Non, coach l'a commenté. Merci beaucoup. Okay, on va retrouver également notre prochain invité. Il s'agit de Raphaël Maniaka, un journaliste qui nous retrouve sur ce plateau. Bonsoir, Raphaël Maniaka. Bonsoir, Gérard. Bonsoir à tout le panel. J'espère que tout le monde va bien. Je trouve un panel déjà très chaud. Nous sommes dans les essais. On ne peut pas déjà le match de 12. D'accord, j'espère être prêt pour l'entraînement de ce lundi et pour le match du 12. Alors, Raphaël Maniaka, je vous accueille avec le sujet d'André Onana. Nous étions en train de sortir sur cette thématique. André Onana qui a confirmé son retour en équipe nationale du Cameroun. Et moi, j'ai interrogé tout à l'heure les coachs sur les vestiaires, le nouveau statut d'André Onana avec cette convocation en équipe nationale du Cameroun 8 mois après sa retraite anticipée. Maintenant, je veux avoir votre avis, Raphaël. Vous suivez aussi l'actualité des Lions, c'est notable, en club comme en sélection nationale, les footballeurs camerounais. Qu'est-ce que ça peut changer au sein du groupe de Rigobert Song, le retour d'André Onana? Je pense que déjà, ça va apporter, je pense déjà de la confiance.
C'est toujours plaisant d'avoir un joueur qui coûte 55 millions d'euros dans son équipe, qui joue à Manchester United, qui est un gardien qui vient de sortir d'une finale de Ligue des Champions et d'une saison où il a été l'un des meilleurs en Europe. Je pense qu'il y a une certaine forme de sécurité, même si aujourd'hui les performances ne parlent pas pour lui, mais je pense que c'est tout autre chose, c'est la sélection. Le plus important pour lui, quand il revient dans cette sélection déjà, c'est qu'il soit déjà bien accueilli, qu'il soit accueilli à la hauteur de la qualité du joueur qu'il est, de l'homme qu'il a pu être durant le moment où il était dans ce vestiaire 8 mois avant. Donc déjà dans un premier temps, c'est ça. Après maintenant, sa relation avec l'entraîneur, je pense qu'elle n'a pas besoin d'être tout amour, c'est pas ce qu'on leur demande. Je pense que chaque joueur, chaque entraîneur a sa façon de fonctionner avec ses joueurs, selon l'état d'esprit. Le plus important, il y a 2 entraîneurs sur le plateau, le plus important, c'est de regarder dans le même sens. C'est vrai, on peut avoir plus d'affinité avec un pour X ou Y raison, on peut l'être moins avec un autre mais l'essentiel au final, c'est est-ce que on abonde dans le même sens. Si c'est le cas, moi personnellement, je m'en fous si à la fin de la rencontre, il se serre par la main. Non, c'est le résultat qui importe. C'est-à-dire, lorsque l'entraîneur aligne Rigobert l'entraîneur sélectionneur manager Rigobert aligne André Onana, qu'il soit performant, que André Onana soit à l'écoute des consignes de son entraîneur. Après, ce qui arrive, c'est des êtres humains. C'est ça la société aussi. Mais le plus important, c'est d'être bien accueilli, se sentir qu'il est au sein de sa sélection, parce que dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, ma patrie, mon pays, la sélection, ce sont les mots qui reviennent toujours dans ses propos, dans ses écrits. Donc le plus important pour lui, c'est après tout cela, c'est de pouvoir démontrer qu'il est le gardien dont on voit tous les jours sur nos écrans. Et à votre suite, j'ajoute aussi que le technicien Rigobert a toujours indiqué qu'il n'y a jamais eu de problème entre Onana dans cette année des Lions indomptables. On va évoluer. Toujours dans cette première partie, nous revenons sur les performances majeures du week-end dernier concernant les footballeurs camerounais qui retrouvent progressivement la tanière des Lions indomptables. On va prolonger le débat sur les Lions dans la deuxième partie de DFC. Après avoir parlé d'André Onana, je m'intéresse à présent à Bryan Mbeumo, coach David Gambé. C'est un autre attaquant camerounais qui est toujours attendu. À chaque sortie avec les Lions indomptables, Bryan Mbeumo aujourd'hui est le 2e meilleur buteur de la Première Ligue, avec 4 buts au total en 4 journées. Certains l'appellent désormais monsieur un but par match, juste derrière Erling Haaland. Ce début de saison de Bryan Mbeumo, coach, qu'est-ce qui vous marque particulièrement sur cet attaquant camerounais qui évolue à Brentford? Non, déjà ce début de saison, c'est déjà quelque chose de bien et d'excellent pour lui. Déjà, pour l'équipe nationale, c'est déjà un grand bénéfice d'avoir déjà un attaquant qui est capable de marquer. Parce qu'il faut que nous ayons une attaque où ça peut dégainer de n'importe quel côté. Maintenant, moi, ce qui m'a toujours marqué dans le jeu de Bryan Mbeumo, c'est un joueur qui est travailleur, qui porte bien le ballon, qui a envie, quand il joue au ballon, qui est porteur du ballon. Bon, mais ce qui a le plus de points, c'est qu'il a également des déchets dans son jeu. Également, il met certains déchets dans son jeu. Il est un peu trop, comme on dit souvent, trop individualiste par moment. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à jouer avec les autres et à jouer avec l'équipe et pour les autres. On évolue après avoir écouté le coach David Gambé. Coach l'a commenté concernant Bryan Mbeumo. Je vous ai vu secouer un peu la tête quand j'ai interrogé le coach sur le joueur. C'est un joueur qui vous séduit aussi. Mais écoutez, ce n'est pas donné à n'importe quel joueur et puis un Africain qui plus est d'évoluer en Premier League. C'est-à-dire qu'on faisait un peu le rapprochement avec André Onana. Et puis, c'est toujours une fierté d'avoir un joueur comme ça dans un effectif. C'est vrai qu'à un moment donné, il a du mal à s'adapter en sélection. Il a du mal à retrouver un peu le chemin de but en sélection. Et l'histoire nous fait souvent comprendre qu'on a eu des joueurs qui étaient très flamboyants dans leur club, mais quand ils arrivaient en équipe nationale, ils ne s'en sortaient pas. On a encore eu le cas de Jean-Pierre Sameto récemment. C'est vrai que j'ai toujours pensé qu'il n'a pas eu suffisamment de temps de jeu pour qu'on n'ait pas son esprit de serial killer. Bon, aujourd'hui, on a Bryan Mbeumo qui a un très bon début de saison. On espère. Notre souhait, c'est qu'il puisse se retrouver véritablement au sein de la sélection nationale. Sinon, à un moment donné, ça ne va pas servir à grand-chose parce que s'il déclare des buts en Angleterre, qui est actuellement le championnat le plus relevé, et qu'il arrive en sélection et qu'il n'avait pas affilé des buts, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il faut que
Donc, il faut qu'on travaille un peu son état d'esprit. Il faut qu'on revoie un peu son mindset. Maintenant, c'est là où on parle de la différence entre l'entraînement et le coaching. C'est souvent très important dans les clubs. C'est pour ça que vous allez voir, il est important d'avoir souvent des anciens gloires, ceux qui ont marqué l'histoire de leur pays, d'avoir souvent des échanges avec des joueurs qui arrivent, qui ont des qualités. Et moi, je pense que ça, c'est l'un des atouts de Rigobert Song. Quand vous échangez avec lui, de manière naturelle, il dégage ce qu'on appelle le MD. Il dégage. Maintenant, est-ce que ça peut se répercuter sur ce genre de joueur? Je ne sais pas, mais il faut beaucoup échanger avec lui parce que sur le terrain, il n'a pas grand-chose à prouver. Il faut beaucoup échanger avec lui expliquer comment fonctionne la sélection nationale. Parce que ça, c'est vrai que sur le football de manière générale, mais le pays reste le pays, le club reste le club. Il y a toujours une différence. J'ai échangé un jour avec un joueur. C'était, je crois, en 2017. Et lui me dit que, coach, quand tu arrives le mode d'équipe nationale, tu transpires seul. J'ai dit comment? Il dit que non, quand tu arrives... Ça fait rire, mais ça, c'est important. Il dit que quand tu arrêtes le mode d'équipe nationale comme ça, au vestiaire, tes mains sont mouillées de sueur. Ça signifie beaucoup de choses. Maintenant, il y a des joueurs qui ne maîtrisent pas ce genre de phénomène et qu'il faut leur expliquer. Là, il s'agit maintenant de la partie. C'est là où maintenant on rejoint André. Peut-être les gens parlent de ce mot sans savoir tout... ça signifie. Non. Et quand on parle de patrie, quand Eto'o te dit que quand on chante l'équipe nationale, les larmes coulent seules, la chair de poule, c'est-à-dire que prend tout son corps. Bon, on va dire non, ça c'est les choses du quartier, mais c'est important. Moi, j'ai eu des matchs où j'ai joué, quand on chantait l'hymne du club du canton, mais c'est comme si tu n'existais plus. Et ça, c'est très important. Donc, il faut être capable de transmettre ça aux joueurs, tels aux binationaux qui arrivent, qui ont du mal à s'adapter, afin que leur qualité individuelle soit vraiment au service du collectif. Ouais, Brian Mbeumo, c'est l'un des footballeurs camerounais qui évolue en première ligue. Ils sont 3 désormais avec avec Carlos Baleba qui a retrouvé Brighton. Brian Mbeumo, le deuxième meilleur buteur du championnat anglais avec 4 réalisations, juste derrière Erling Haaland qui compte déjà 6 buts après 4 journées du championnat. Raphaël, sur la saison de Brian Mbeumo aussi. Le coach relevait toujours ce phénomène, les joueurs qui sont performants en club mais qui n'arrivent pas à répéter les mêmes performances au sein de l'équipe nationale. Est-ce que ce match contre le Burundi, la lumière ne pourrait pas venir aussi de la première ligue? C'est-à-dire, on a dans les goals André Onana, en attaque, on a Brian Mbeumo qui fait le travail. Bien évidemment qu'on a envie de compter sur tous ces bonhommes-là, que ce soit Brian Mbeumo, que ce soit André Onana ou bien d'autres joueurs comme Vincent Baka, mais principalement Brian Mbeumo, vu que c'est de lui qu'on parle. Je pense que la lumière, l'éclair doit venir vers lui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est le plus jeune au sein de cette attaque-là. Si on passe sur le fait que Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Karl Toko et Kambi sont des trentenaires. Ouais. Donc, il est le plus jeune au sein de cette attaque-là qui est susceptible de débuter. Donc, il a les qualités de joueur à pouvoir créer, à pouvoir déstabiliser. Donc, je pense que le plus difficile pour lui, c'est de se mettre en route avec la sélection nationale. Il est en route avec Brentford parce que voilà, certainement, il est dans les mêmes conditions qu'il a connues du côté 3. Il arrive au Cameroun, c'est l'Afrique, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre sur soi. L'adaptation, ça prend quand même pas mal de temps. Et je pense qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont souffert de cela. Je pense qu'à une certaine époque, Didier Drogba, même Samuel Eto'o ici chez nous, a souffert du fait qu'il marque au FC Barcelone, mais ne se transcende pas en termes de but en sélection nationale. Et à un moment donné, c'est devenu, marqué était devenu comme une routine, un peu comme Vincent Baka, un peu comme l'ami Karl Toko et Kambi. Tous ces joueurs-là, même Sadio Mané avec le Sénégal, tous ces joueurs-là ont ce petit moment-là où ça tarde encore après à démarrer. Mais lorsque ça prend, contre le Mexique, j'espère que c'était le déclencheur, le but qui permet aux joueurs de se libérer. Parce que les attaquants, ça marche au but. Quand ils marquent, ils sont capables d'enchaîner. Je parle avec le regard sur Clinton J, par exemple. Dès qu'il s'est mis à marquer, ça a enchaîné 7 fois. Ouais. Voilà. Donc, pareil pour Mbeumo. Il a marqué une fois, il est parti sur 4 fois en 4 matchs. Bon, c'est vrai, il y a un match où il ne marque pas, mais quand même, il est sur une certaine continuité. Donc, je pense que aujourd'hui, il a besoin de ça. Il a besoin de se nourrir de cette continuité-là. Jouer un match, un défi, parce que le match contre le Burundi, c'est pas un match, c'est un défi. C'est au-delà de la qualification. Le Cameroun a besoin de se donner une certaine forme de confiance avant la prochaine période FIFA. Le sélectionneur, les joueurs eux-mêmes ont besoin de cette confiance-là. Donc, je crois que
de Brahim Beno peut veiller l'étincelle. Aussi, ça, moi j'interroge toujours un peu son positionnement. Le fait de le cantonner, moi personnellement, je ne suis pas entraîneur, je regarde juste. Le fait de le cantonner sur un côté, pour moi par exemple, me laisse penser qu'on utilise à moitié le Brahim Beno qu'on voit à Brentford. C'est-à-dire, il n'est pas dans la liberté qu'il a de pouvoir jouer sur tout le flanc de l'attaque. Cantonner beaucoup sur un côté, j'ai un peu l'impression que ça le dessert. Il a l'impression d'être un ailier. Pourtant, dans son club, il alterne entre le centre de l'attaque et le côté. Donc, ça lui permet souvent de créer les espaces, même pour les autres qui viennent dans son dos, bien pour l'attaquant adverse. Et il se retrouve généralement dans un plus ou moins 4-4-2, du moins à 2 au niveau de l'attaque. Raison pour laquelle il se trouve plus souvent déjà cette saison à terminer ou à être même au départ et à la fin des actions. Donc, je pense que ces joueurs-là aussi ont besoin souvent de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que le joueur sente que le projet est axé sur lui et peut-être là, ça peut aussi le libérer. Voilà, nous poursuivons toujours avec cette première partie pour parler de ces footballeurs camerounais. On va terminer, coach David Gambi, avec Vincent Aboubakar. C'est le capitaine des Lions qui est aussi attendu à Garoua ce 12 septembre. Vincent Aboubakar qui était opposé à Siva Sport de Clinton J le week-end dernier, un choc entre Camerounais. C'est vrai que Aboubakar n'a pas marqué, mais il a été buteur cette semaine dernière en Ligue Europa Conférence pour les barrages. Vincent Aboubakar aussi, il reste toujours un maillon essentiel sur lequel le staff a toujours pu compter sur la durée. Il y a plusieurs épisodes, on ne va pas retracer sa carrière avec son parcours avec l'équipe nationale du Cameroun, mais je voulais savoir, coach, quelle est peut-être la particularité ou quelle peut être la particularité de ce match à Garoua pour Vincent Aboubakar? Déjà, la particularité, c'est jouer à Garoua, c'est chez lui. C'est chez lui, autant dire que ça sera un match particulier pour lui. Donc c'est un match où il aura à cœur de montrer au moins à ses frères, à ses soeurs et consorts que c'est moi le Vincent Aboubakar, capitaine de l'équipe nationale. Et il va falloir qu'il fasse quelque chose de très important ce jour-là. Donc la particularité de ce match, c'est que le fait qu'il joue chez lui, comme on disait tout à l'heure, là, lorsque on joue un match dans un environnement où on sent, comme on dit par exemple, que tu reçois peut-être le match à domicile, avec sur le plan mental, sur le plan psychologique, avec le comportement que tu as est différent quand tu joues par exemple un match à l'extérieur. Tu es prêt à tout donner pour que ton équipe gagne. Je pense que sur le plan mental, ça va jouer être très important pour Vincent Aboubakar de prouver une fois de plus. Et je pense qu'il va vouloir même qu'il soit à l'origine de la qualification du Cameroun en marquant même un seul but. Et que ce soit chez lui à Garoua. Wow. C'est un avantage tout bénéfique pour l'équipe nationale. Avantage, facteur aussi de performance, coach. Garoua, la ville, le public. Sans perdre la performance. Alors, si on est plus près de 5-6 ans, non, mais partout il est passé, il allait, je crois, chez les Arabes là-bas, il a fait. Oui, à Nas. Bon, on a dit que non, c'est parce que c'est un championnat. Il est revenu maintenant en Europe et il démontre qu'il est performant. Il est performant. C'est-à-dire que plus il prend de l'âge, plus, non seulement il est constant, mais il devient un peu plus performant. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est le meilleur attaquant qu'on puisse avoir. Ah. C'est le meilleur atout offensif. On va seulement fabriquer des gens qui peuvent jouer autour de lui. Maintenant, il est question de trouver le bon tandem ou bien les bons tandems. C'est souvent ça qui fait problème. On peut vous donner les éléments qu'il faut, mais vous n'avez pas trouvé les tandems qu'il faut. Et c'est souvent ça qui fait problème. Après, on va dire que non, on met tous les attaquants, pourtant ils n'arrivent pas à jouer ensemble. On peut jouer en 4-3-3, on peut jouer en 4-4-2, mais il faut trouver, si on joue avec deux attaquants, est-ce que Choupo et Vincent vont souvent bien ensemble? Maintenant, bon, quand je vais parler, toi tu vas dire tous les jeunesses. Maintenant, ils vont dire que non. Non, Choupo n'a pas joué de plus. Pourquoi on le met au stade? Pourtant, on sait que le meilleur tandem actuellement au sommet de l'attaque, c'est Vincent Choupo. Toi, Gilles, tu es mon ami, et toi, tu sais ça quand même. Maintenant, si on le met jouer... en Coupe du Monde. Non, si le meilleur tandem actuellement, vous savez... Je confirme ce que vous dites, coach. Je répète encore, l'équipe d'un pays n'est pas comme la sélection. Il y a des joueurs qui ne sont pas titulaires là-bas, mais qui viennent chez eux, c'est eux les patrons. Dès que tu donnes la chance, ils ne sortent plus. On a vu avec le jeune Fabrice Ondoa. On l'a pris dans une petite sélection, je crois que c'était chez les juniors, je ne sais pas où là. On l'a mis, 2015-2017, il a pris la Coupe d'Afrique. Pourtant, il était seulement... Non, ne rien pas. C'est ça l'équipe nationale. C'est une entité, c'est un patrimoine. Donc,
Si on met maintenant Choupo, donc si maintenant on dit on joue en 4-4-2, on met Choupo, et Vincent va dire, bon, le type là, il a encore mis Choupo, pourtant Choupo ne joue pas. Oh, c'est le meilleur tandem. On va dire non, pourquoi il n'a pas mis, comment on l'appelle, Jay Clinton? Oh, ça fait longtemps, il n'est pas venu. Mais certaines personnes aimeraient le voir titulaire. Ça aussi, ça peut être une erreur. S'il vous plaît, je voulais vous relancer en parlant toujours du meilleur tandem. Est-ce que ça ne... comment je vais dire ça, pour avoir le meilleur tandem, ça ne dépend pas également de la forme même des joueurs qu'on veut associer. Moi, je prends un exemple, parce que vous avez relevé tout à l'heure que si, par exemple, Messi pour Motine, certains vont dire qu'il ne joue pas depuis, mais est-ce que ça ne dépend pas aussi de la forme actuelle, la forme physique même du joueur pour trouver le meilleur tandem? Je n'ai pas dit non, mais il est en club. Oui. Il a fait une préparation. Nous, on a eu des joueurs qui ont fait 2, 3, 4 journées, qui étaient sur le banc et qui n'étaient pas dans la liste, mais il vient la 5e journée, il joue et il commence à prendre le pouls. Là, on vous parle du football et de l'entraînement. Hein. Ça, ce n'est pas les trucs qu'on bavarde là. C'est-à-dire que tu as ton équipe de 25, 35 joueurs. Ouais. Tu commences avec 18. Il y a ceux, on fait le turnover. Après, maintenant, ça arrive le jour de Raphaël. Le gars te sort le match. Attention, le plus important, c'est que s'il a suivi la préparation, bon, il n'est pas blessé déjà, vous le savez. Ouais. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y a plus performant que lui, mais on sait à la base que fondamentalement, Choupo, c'est un très bon joueur, hyper intelligent. L'erreur qu'on commet, c'est que souvent, on le met sur le côté. On le met sur le côté. Poste de prédilection. On le met sur le côté. On prend souvent Toko, on le met au sommet de l'attaque. Ça, c'est un problème. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le coach évoque déjà les chantiers, c'était la deuxième partie. Non. Il y a plongé dans les chantiers, en parlant des tactiques, des systèmes de jeu. Ouais, on va aller directement en regardant la deuxième thématique pour parler justement de ces chantiers de l'équipe nationale, les chantiers du staff. Pour préparer ce match Cameroun-Burundi. C'est vrai qu'on a terminé le premier tour d'horizon avec les footballeurs camerounais qui ont disputé des matchs le week-end dernier dans leurs championnats respectifs. Et le stage qui doit commencer ce lundi, le bal des arrivées se poursuit du côté de Yaoundé, mais le stage prendra progressivement forme en milieu de semaine lorsque la délégation va quitter la ville de Yaoundé pour aller à Garoua pour suivre cette mise au vert. Coach David Gambé, je reviens encore sur vous pour parler de ces chantiers-là. On parle dans la préparation de ce match, Cameroun-Burundi. C'est vrai que pour la plupart, ce sont des joueurs qui ont toujours été convoqués en équipe nationale, sauf Régis Mugué, qui pourrait honorer sa première sélection pour ce match. Quelle peut être la particularité de ce rassemblement des Lions? C'est-à-dire, ils commencent d'abord à Yaoundé et vont aller à Garoua pour la touche finale, en prélude à ce match. La particularité de ce rassemblement, on parle des rentrées des classes en équipe nationale. Comment ça se passe généralement pour une rentrée dans une sélection de football? Vous savez, une sélection de football est différente d'une équipe de football. Ça, c'est un autre monde et c'est très, très différent. Je pense que lorsque les joueurs viennent des horizons différents, quand on tient compte, ils ont sorti des matchs de préparation, d'autres viennent de sortir les matchs de préparation, d'autres sont en plein championnat, il y a le voyage. Il faut d'abord gérer la première chose, d'abord la récupération d'abord. Très important d'abord, première chose, il faut que les gars récupèrent bien. Parce que tu ne gères pas ce facteur de récupération, avec les écarts horaires et consorts et tout, les gars vont plonger. Maintenant, la deuxième chose maintenant, c'est le message. Il faut trouver le bon message. Tu peux avoir 20 bons joueurs de consommation, mais si tu ne trouves pas le bon message, ce message qui peut les libérer, qui peut les permettre vraiment de se transcender pour arriver. Là, on est déjà dans la psychologie. Oui, mais tout ça, c'est un ensemble. Hein, c'est dans les facteurs de performance. Le coach n'a pas monté, mais pas beaucoup de psychologie dans l'entraînement. Oui, dans les facteurs de performance, nous en avons 4. Nous en avons 4. Il y a le facteur psychologique, il y a la technique, technico-tactique et puis athlétique. Le facteur psychologique est l'un des facteurs les plus importants au niveau de la performance. Ouais. Vous pouvez mettre un joueur sur le plan technique, sur le plan technico-tactique, athlétique, vous le mettez à jour. Mais si sur le plan mental, il n'a pas les ressources nécessaires de se transcender dans un match de football. Alors au-delà, parce qu'il y a des matchs de football où tu prends un joueur qui prend le match à son compte. Là, c'est sur le plan mental. Il surpasse la fatigue. Il se surpasse la fatigue. Il prend le match à son compte. Sur le plan mental, le facteur psychologique est très important. Là, ce match, comme je pense, le match que nous allons jouer à Garoua, c'est un match, je pense, il sera beaucoup plus important sur le plan mental, sur le plan psychologique. Nous sommes dans une situation où, si on fait un faux pas, nous sommes éliminés. Nous avons l'obligation de marquer. Il faut que nous soyons très forts. Il faut que le SAP trouve le bon message qui va permettre les gars de se libérer. C'est d'abord le plus important. Avant de commencer à regarder ces aspects technico-tactiques, rentrer dans les tandems, quels sont les choix, on va prendre qui, le machin. Et puis le plus important, vous avez tenu un propos là maintenant, est-ce que le joueur le plus en forme? Oui. Un joueur peut être en forme encore, mais arrive à l'équipe nationale, il passe complètement à côté.
Hein? Comment expliquer cela? C'est aussi le facteur mental Oui, il y a le facteur mental, l'environnement de l'équipe nationale. L'équipe nationale est différente des équipes de l'équipe civile, des clubs. Elle est différente. Aujourd'hui, il y a des gars qui, sur le plan mental, ont déjà dominé ce stress-là à l'équipe nationale. Quand il est capable, quand il vient à l'équipe nationale, même s'il a mes formes, il sait ce qu'il est capable de faire pour qu'il se transcende. Mais tu trouves un gars qui est flambant, qui est flamboyant dans son équipe civile en Europe. Dès qu'il arrive ici, l'environnement et qu'on sort de tout, le gars plonge, vous ne comprenez jamais. Le cas de Jean-Pierre Samer. Jean-Pierre Samer, par exemple. Il n'a pas ce débat. Quand le qui dit il n'a pas ce débat, il n'a pas ce temps. Vous avez par exemple parfois, il a du temps de jeu, il bénéficie d'un temps de jeu. Vous avez toutes les informations en tant que journaliste. Vous savez le nombre de fois. Non. Vous faites les investigations. Vous connaissez le nombre de fois. Oui. Jean-Pierre Samer est arrivé, il a joué. Il n'a pas de temps de jeu, c'est un fait. C'est connu. Comment? On saura comment. C'est pas évident. Mais là-bas, on sait que c'est le patron. Et là, on ne parle pas de Jean-Pierre Samer, on parle de ce match contre le Burundi. Avant de donner la parole à Raphaël, je vais encore rester sur la vie technique dans la préparation, dans le rassemblement des Lions pour ce mois de septembre. Il a parlé du facteur mental, la préparation psychologique, autant pour moi, avant l'aspect athlétique, technique aussi, les tandems et autres. Et avec des joueurs qui viennent aussi des horizons divers. Je vais prendre le cas de Régis Mugué, qui va venir en équipe nationale pour la première fois. Oui. Il découvre un nouvel environnement, même s'il connaît les footballeurs camerounais en Europe, puisque c'est un footballeur professionnel. Comment réussir sa première avec les Lions indomptables? Le cas d'un jeune joueur comme Régis Mugué. Non, il vient d'abord découvrir, et c'est le mot que vous avez dit. Il vient d'abord découvrir. Maintenant, les matchs comme ceux-ci, parfois, à l'avance, le staff a probablement le 11. Et puis bon, les remplaçants. On ne tâtonne pas sur le match. Bon, de toi à moi, tu vas prendre un joueur comme Mugué, tu vas le mettre titulaire, je ne pense pas. Bon, après le football, les gens ont, comme Dave dit, les gens ont leur façon de manager. Mais moi, je ne peux pas prendre ce risque. Ce n'est pas une Coupe d'Afrique, ça, ce n'est pas un championnat. C'est la finale. Pour moi, c'est une finale. Est-ce que je vais prendre un gamin comme celui-là, aussi talentueux qu'il soit, je le mets titulaire? Je ne pense pas. Maintenant, si on le met, il crée l'espoir. Tant mieux. Mais l'idéal voudrait que tu ne le fasses pas commencer titulaire. Sauf si maintenant le football est un peu... moi, je pense. Puisqu'il vient découvrir. Voilà. Non, il vient découvrir, il vient se familiariser, il vient prendre la température, même s'il connaît les sélections nationales, même s'il connaît les Camerounais, mais il vient là-bas, c'est là. Un autre environnement. Il s'agit dans le professionnalisme de la patrie au-dessus de la patrie. Ça, c'est l'équipe. Après, s'il n'y a plus une autre équipe au-dessus. Ça, c'est le pays. C'est le rêve de tout footballeur. Voilà, donc, d'abord qu'il soit content. Ouais. Normalement, même en première division, quand vous recrutez un jeune joueur, il y a des joueurs qui sont très intelligents. Il se rapproche de certains doyens. Nous, on a vu ça. Vous savez comment ça se passe? Nous, on a vu ça. Et l'inverse. Je me souviens un jour, nous sommes en train de jouer un match. Il y a un jeune qui est en train de faire un très bon match dans l'air de jeu. Il y a un doyen assis au banc. Il me dit, coach, à un moment donné, les enfants ne pourront pas jouer la montée. Et il est important qu'on fasse. C'est très important d'avoir des jeunes joueurs qui viennent, qui s'adaptent. Et c'est très important d'avoir des doyens qui sont capables de tirer l'équipe vers le haut et de porter ça, comme Dave dit, donc, de porter ça quand c'est difficile. Ce match-ci, c'est un match à haut risque. Il faut des gens qui ont un mental à toute épreuve. À toute épreuve. C'est-à-dire que quand on met un penalty, que les 11 joueurs veulent aller tirer au même moment, y compris le gardien. C'est de ça qu'il est question. Donc on doit être prêt à tout. C'est un match où il faut s'attendre à tout, venant de tout le monde et à tout moment. Donc tout peut arriver. De la première à la 95e, tout peut arriver. Donc il faut que les joueurs, il faut pas... On peut avoir des joueurs qui sont diminués, mais parfois leur présence dans l'aire de jeu apporte beaucoup. Pendant peut-être 20, 25, 30 minutes, encore que tu pourras jouer l'autre jour, je crois. Hein. Il a joué, je crois, une trentaine de minutes. Donc ça veut dire qu'il n'est pas en train de jouer comme... il joue des matchs, donc il serait important dans ce match. Sauf s'il se blesse, encore qu'on ne le souhaite pas. Mais pour moi, les gars comme les Choupo, comme les Vincent, comme les Gal qui nous a délivré à Blida. Mais un match comme ça, vous le mettez au banc, comment? On ne sait pas. Donc il y a tout ça, il faut tenir compte de tous ces facteurs. Et c'est important dans les matchs décisifs. Très important. Raphaël Maniaka, l'avis d'un journaliste aussi sur les chantiers de cette équipe nationale. Le rassemblement qui commence, les joueurs arrivent, même si on sait que pour cette semaine, c'est trop tard en début du week-end que le groupe sera vraiment au complet, en attendant aussi les dernières arrivées. Quel est votre regard justement sur cette préparation pour le match contre le Burundi? Moi, je pense que, comme vous l'avez dit, le chantier, c'est la défense.
malheureusement, depuis que Rigobert sont arrivé à la tête de la sélection nationale, il n'a quasiment jamais eu l'opportunité d'aligner la même défense 2 fois. Ou encore même la défense qui a plus ou moins bien marché n'a pas eu l'occasion d'être reconduite. Je pense notamment à la paire Christopher Wu, Enzo Ebosse. À cause de blessures et de défections, elle n'a pas pu être reconduite. Je pense que c'est ce qui mine un peu le bail actuel du manager sélectionneur, c'est de ne pas avoir eu l'opportunité de réussir à avoir un socle défensif récurrent. Donc il n'y a pas de constance dans ce que produit la défense de Rigobert depuis qu'il est là. C'est ce qui peut entraîner le fait de toujours être en train de prendre des buts. Je vous prends le cas, par exemple, lors des 2 dernières rencontres où c'était expérimental. Christopher Wu, Castelletto. Ici au Cameroun, on a vu comment c'était difficile pour Christopher Wu. Et puis, du côté de l'Afrique du Sud, face à la Namibie en match retour, c'était Nicolas Nkoulou et Castelletto. Du côté du Mexique, c'était Koulou, Omar Gonzalez. Cette fois-ci, face au Burundi, c'est sûr, ce serait une nouvelle charnière centrale. Ouais, donc, on part d'expérience en expérience, ce qui est plus ou moins fâcheuse pour une sélection qui se veut de manière structurée et structurelle. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, le premier chantier, c'est à ce niveau. Donc, avoir l'expérience, puisqu'on a perdu en expérience avec la non-sélection de Nicolas Nkoulou déjà, avoir l'expérience, le vécu d'un bonhomme comme Andro Nana, qu'on le dise, qu'on ne le veut pas, il a un vécu, une expérience, bonne, pas bonne, c'est ça aussi le joueur. Il a une expérience, il saura peut-être comment recadrer ses coéquipiers qui seront devant lui, parce qu'il y a aussi une chose, on a perdu, alors, il n'y a pas Faye Collins. Donc, de ce côté-là à droite aussi, ce sera un peu, c'est moins solide, moins costaud, quel que soit le bonhomme qui sera à ce poste-là. Donc, à ce niveau déjà, c'est un peu un problème. Ce sera dans l'épine du pied du sélectionneur peut-être. J'espère pour lui que c'est la dernière fois, que pour octobre, novembre et la préparation de la CAN, parce que j'ai espoir on va se qualifier, qui n'aura pas à toujours être en train de faire l'expérience des défenseurs, parce que le socle d'une équipe, c'est la base. La base, c'est derrière. Il faut déjà, dans un premier temps, l'avoir. Donc, si après cela, on remonte un peu au niveau de milieu de terrain, je pense qu'il y a... Vous gardez la parole d'abord. On veut relancer le coach sur l'expérience, le coach David Gambier, en parlant de cette défense, autant pour moi. Peut-être aussi, grâce à la technique, on va redécouvrir la liste de Rigobert Song-Barnak, les 24 joueurs convoqués pour ce rassemblement du mois de septembre. Le coach a remanié cette charnière au moins à 75%. Je m'explique. Sur les 4 joueurs, les 4 défenseurs qui étaient alignés pour les matchs, pour le précédent match, il y a 3 qui sont sortis de la liste. Ça veut dire qu'on a un groupe, on aura une défense qui sera un peu nouvelle, parce que Christopher Wu revient de blessure. Il a convoqué également Enzo Ebosse qui n'était pas là lors du dernier rassemblement. Non, Enzo Ebosse n'est pas là. C'est Aaron Mokodi que je cherchais. Ça veut dire que même au niveau de la charnière centrale, là, on part encore sur une nouvelle expérience, comme Raphaël le disait. Est-ce qu'à travers ces différentes convocations, c'est le retour de certains joueurs qui étaient sortis du groupe, le staff aussi ne s'est pas rendu compte que c'était un chantier important dans cette équipe pour essayer de remédier et d'aller encore sur quelques propositions pour avoir au moins une charnière centrale type? Parce que tout réside d'abord au niveau de la charnière centrale. Oui, forcément. Vous savez, dans une équipe, pour pouvoir gagner un match, il faut trouver un très bon équilibre entre ta défense et puis ta ligne d'attaque. Un très bon équilibre dans ton groupe. Et comme l'a si bien dit Mara tout à l'heure, le plus souvent, il faut que tu aies une base solide. La base solide, c'est quand ta défense est bonne. Mais aujourd'hui, quand même, c'est très compliqué pour le sélectionneur. Parce que nous n'avons pas de tandem. Le plus important, trouver le bon tandem, surtout en défense centrale, le bon tandem qui va jouer, que les gars vont se comprendre, ils vont s'affiler, qu'ils vont s'entendre, ça devient très compliqué. Mais je pense peut-être qu'en rappelant peut-être Mokodi, ils ont des certitudes par rapport à Mokodi. Je pense qu'il a été dans cette équipe nationale pendant plusieurs années. Il a fait la CAN. Ça veut dire que je pense que probablement, je pense qu'il sera l'homme de base dans cette défense-là. Il a joué là pendant longtemps. Aujourd'hui, on a des problèmes sur le côté droit. Et je ne sais pas comment... avec l'absence de Faye. Avec l'absence de Faye. La Faye quand même était quand même une assurance sur ce côté. Vous avez vu, même il y a eu des matchs ici où même quand Faye était là, Faye s'était fait mal, on a voulu faire entrer Chiteki Baizo. On a hésité, c'était ici à Japoma. À Japoma. Vraiment, ça n'a pas tenu. On a préféré que Faye finisse ce match étant malade. Donc nous avons toujours des problèmes sur ce côté. Sur le côté passeur de la dernière CAN. Meilleur passeur de la dernière CAN.
Bon, peut-être sur le côté gauche, probablement là-bas, peut-être on peut avoir peut-être des certitudes. Mais je pense que sur le côté droit en défense centrale, ça sera vraiment très compliqué pour nous. Et pourquoi j'ai parlé du 75%? Ça, parce ouais, que c'est très compliqué le latéral pour nous. gauche qui est maintenu. Maintenu, oui. Les axiaux et le latéral Et le droit droit. sont sortis de la liste. Oui, ça sera très compliqué pour nous. Bon, mais on suppose, on espère que peut-être avec Moukoudi, qui est déjà un vieux de la veille de cette équipe, de cette défense, ça peut-être que, et avec la présence d'Andro dans le dos, cette défense, ça pourrait être peut-être simple. Voilà. Raphaël, alors, on évolue, les milieux de terrain. Oui, je disais qu'au niveau des milieux de terrain, je pense qu'au fil des rencontres, je pense qu'on a quand même 3 éléments qui se dégagent un peu plus que d'autres. Je pense à Zambo Anguissa, Olivier Ntiam, même s'il touchait à la séance d'entraînement de samedi, et Olivier Kemen. C'est les 3 bonhommes qui se dégagent sur ce qu'on a vu des dernières rencontres du Cameroun. Après, vous avez certains qui reviennent, Umgwet, mais il revient un peu de loin. Qui relance. Parce qu'avec le retour d'Umgwet, forcément, oui, ça va impacter dans les choix. Ça peut impacter dans le choix, tout en... Ça peut dépendre dans le schéma dans lequel on va vouloir fonctionner. Parce que ce soit Kemen, que ce soit Cham, c'est des joueurs de projection. Même France Zambo Anguissa, c'est de la projection. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas... La question qui peut se poser, est-ce que le seul joueur à vocation défensive stable? Parce que Umgwet, le problème que beaucoup lui reprochent, c'est sa non-prise de risque. Mais dans un collectif, on fait avec un peu de tout. Il y a des joueurs qui savent porter, aller vers l'avant. Il y a d'autres qui savent être de leur position et donner aux autres et pouvoir aller. Donc, tout va dépendre du schéma. Mais aujourd'hui, véritablement, vous avez quand même 3 joueurs qui se dégagent du lot et les autres qui viennent un peu de très loin. Au milieu, je crois qu'on a l'ami, comment on l'appelle, de Reading, Ben Elliott. Lui, il vient vraiment de très loin. Et des matchs comme ça, c'est des matchs coup près. On ne peut pas se permettre, le coach de la com, on l'a dit, se permettre de lancer un jeune joueur de cette façon dans la match. C'est pas lui faciliter la tâche. C'est un peu lui rendre très difficile. Donc je pense que les 3 autres bonhommes dégagent un peu plus de certitude et d'envie. Donc à ce niveau-là, je pense que le milieu de terrain est le côté le plus fourni où on a quand même des hommes qui ont l'expérience, le niveau et la compétitivité. Parce que même Moungouet, il a disputé une CAN, il est là depuis quand même, il est connu de Rigobert Song parce que l'ayant eu avec les U23, voilà. Donc, il connaît ce qu'il peut attendre de lui. Les deux peuvent, il n'y a pas de problème parce que aussi dans un groupe de joueurs, je le dis souvent et les entraîneurs sont là, on ne peut pas mettre tous les bons joueurs. C'est impossible parce qu'il y a les égos. Les égos sont là. Vous ne pouvez pas prendre tous les bons joueurs et les ajouter parce qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Si vous avez 24 très bons joueurs, vous n'en mettrez pas 24 au stade. Vous devez garder ce qu'on appelle souvent l'esprit de groupe. C'est-à-dire vous avez des bonhommes qui, même sur la touche, sont prêts à vous donner du peps, de la niaque pour pouvoir atteindre les objectifs communs. Donc, à ce niveau du milieu de terrain, là, je pense que 3 joueurs, voire 4, se détachent de tous les autres. Parce que les 2 qui manquent, c'est Mougué, c'est Elliott. Ouais. Donc, eux, ils sont plus dans une idée de découverte, appréhension, pour que dans les mois à venir, ils puissent ne plus être surpris de ce que c'est la sélection Cameroun. Après, même dans cette rencontre, il peut y avoir ce qu'on appelle l'insouciance de la jeunesse. C'est au coach, ils ont parlé de psychologie. C'est au coach, aux entraînements qui regardent, lequel a la capacité dans un match aussi difficile que peut être le Cameroun-Burundi, entrer avec son insouciance et pouvoir décanter une situation que les plus expérimentés appréhendent. Parce que lorsque vous n'avez pas la pression, vous êtes jeune, et que vous n'avez pas la pression de revêtir le maillot ou bien d'entrer pour votre première sélection, vous avez cette insouciance-là d'être capable, qu'à un moment donné, de faire le choix, peut-être de ne pas passer le ballon à Vincent Baka qui fait un appel et qui vous profite à vous. Et vous vous retrouvez peut-être seul face au gardien et vous marquez. Donc, souvent, c'est ça. C'est ce que les entraîneurs appellent la psychologie aussi de l'entraînement, de pouvoir regarder que dans ce genre de situation, si peut-être le match est difficile, il y a que l'insouciance d'un jeune joueur qui puisse permettre de débloquer la chose. Donc, ils viennent dans ce genre d'idées-là, apporter leur jeunesse, leur fou, leur insouciance. À tout moment, ils peuvent entrer, créer quelque chose, créer des fautes. Le Cameroun
à un moment donné, étaient connus pour marquer beaucoup de buts, ce coup de pied arrêté. Avec leur jeunesse, ils peuvent créer ce type d'occasion-là. Donc, pour moi, dans ce registre, dans ce compartiment, voilà un peu ce que je pense. Merci, Raphaël Maniaka, c'est son nom. Coach l'a commenté. Vous avez suivi Raphaël, c'est un journaliste, un confrère, avec une lecture, une aisance technique, même si on a les coachs sur ce plateau, pour parler justement de cette équipe nationale du Cameroun. Votre avis technique aussi, pour continuer avec les tandems. Vous avez parlé des tandems au niveau de l'attaque, mais les tandems aussi, c'est aussi valable au milieu de terrain, en défense. Il y a souvent des associations, vous me le dites souvent, qui permettent à un entraîneur de ne même pas réfléchir pour aligner certains joueurs. Tout à fait. Mais je suis un peu embêté parce qu'on a Olivier Cham qui n'a pas joué le le week-end dernier. Oui. Pour un souci, je crois, au niveau des adducteurs. Oui. Et je crois que c'est une partie qui est très délicate sur le football de haut niveau parce que c'est souvent... Après, il y a Kemen qui est sorti avec une légère douleur au niveau de la cheville. Voilà déjà 2 joueurs hyper importants avec qui on peut panacher tout le reste. Et ça donne ce que ça peut donner. C'est-à-dire que tu t'as dit qu'on peut jouer avec Kemen, avec Cham devant la défense. On peut jouer avec Kemen et Zambo et ça passe. Maintenant, les deux là, ils ont des soucis. Est-ce qu'avant une semaine, ils vont récupérer? Ça, c'est là où je suis un peu embêté. Après, est-ce qu'on peut associer Zambo Guissa avec Umgwet? Bon, là, ça peut marcher, mais il va falloir une autre personne parce que Umgwet, lui, il est carrément devant la défense et purement défensif. Et il ne faut pas compter sur lui pour les premières sorties de balles. Aujourd'hui, le football a tellement évolué que quand tu vois Aurélien Cham, c'est Chouameni ou c'est Cham, le gars de... William Chouameni. Aurélien Chouameni. Qui joue devant la défense, que ce soit l'équipe de France, que ce soit Real Madrid. Non seulement il est en place sur le plan défensif, notamment dans les deuxièmes ballons et autres, mais il est également le premier sorteur de balles. Or, le football a évolué dans ce sens-là. C'est-à-dire, si on joue devant la défense, on doit être capable de défendre d'abord bien, on doit être capable de récupérer les ballons qui tombent dans le dos des 2 autres milieux de terrain, on doit être capable de bien sortir le ballon. Mais Umgwe ne peut pas le faire. Maintenant, tu as Cham qui le faisait très bien, qui n'a pas joué le match passé, on l'a reposé, on espère qu'on va le récupérer. Si on le récupère, je pense que dans un premier temps, on peut le faire commencer devant la défense parce qu'il manie très bien le ballon. Et puis on associe à ça avec eux, même s'il est en bonne forme. Et Zambo, lui, c'est le feu follet qui peut se balader un peu partout. Donc je pense que voilà un milieu de terrain qui peut apporter beaucoup de jeux. Si jamais on veut jouer en 4-3-3, maintenant si on veut jouer en 4-4-2, alors là, il va falloir peut-être mettre un gars comme Cham et Zambo. Je ne sais pas si... Moi, j'ai dit encore, s'ils ne sont pas blessés. Alors, mais s'ils restent blessés, ça va être très compliqué. Je pense qu'on a un milieu de terrain assez joueur qui n'a pas de souci pour manier bien le ballon et il faut qu'on soit capable de retrouver les attaquants au bon moment, c'est-à-dire que dans le bon espace possible. C'est souvent ça qui fait. Parfois, quand on récupère un bon ballon, on n'arrive pas à mettre l'attaquant sur orbite. Or, c'est le déplacement de l'attaquant qui nous conditionne à faire la passe. Parfois, il fait un bon appel de balle, on met la passe à l'opposé et c'est souvent ce qui est embêtant. Or, ce milieu de terrain est capable de bien produire le jeu. On le voit dans les clubs et on a déjà vu ce milieu de terrain jouer quand même. On a vu Kemen déjà jouer, qui était très très bien. On a vu Cham, on a vu Zambo. Je pense qu'on peut partir avec ces 3-là s'ils sont en forme. Ça, c'est selon moi. Maintenant, si on veut jouer en 4-4-2, ça va être très compliqué. Ce sera un match à haut risque parce qu'il te faut aussi un joueur à l'intérieur qui sera à caractère purement défensif et que les 2 gars qui sont sur le côté viennent à l'intérieur et que de temps en temps, qu'on ait un attaquant qui vient faire +1, c'est-à-dire sur le plan défensif, qu'on le sait bien parce que la grande bataille va se passer au milieu de terrain. Si on gagne la bataille au milieu de terrain, on va faire la différence. Aussi simple que ce soit sur le plan offensif ou bien défensif, je pense que ça va se faire. Donc il faut trouver je sais pas, il faut trouver l'osmose, il faut trouver les véritables tandems. Il faut vraiment, maintenant c'est au sélectionneur pendant des entraînements, comme Raphaël le disait, qui aura la sensation réelle. On peut dire ce qu'on dit ici, mais lui, il décide de te faire jouer Umwet, il décide de te faire jouer Mugwe, encore que en fonction de ses réalités. Non, il peut décider, mais après, la logique voudrait que Mugwe ne commence pas. Il est milieu de terrain, il n'est pas mouilleur. Même à Marseille, il n'est pas titulaire pour le moment. Donc, il est sur le banc de touche, tout comme l'autre gardien, le jeune Simon, qui est à Marseille, et que l'équipe a décidé de ne pas le libérer. Ça veut dire qu'il a un potentiel énorme et qu'on le projette sur l'avenir. Il est encore en apprentissage. Donc, je pense qu'il faut que les entraîneurs se mettent au boulot et qu'ils aient la sensation réelle pendant, je crois, c'est 7 jours qui manquent là. Nous sommes bien le 4, ouais. Donc, je crois que mardi prochain, 7 jours. C'est compliqué. Peut-être vous dirons même 6 jours, parce que la journée de lundi est déjà passée. Voilà, donc ce serait un peu difficile. Pour moi, il faut d'abord qu'on récupère ces 2 milieux de terrain. Si on a Kemen et Cham en forme, on n'a pas de souci.
Dans tous les cas, on suivra avec beaucoup d'attention la communication de l'Africa Foot, alors du Team Press concernant les incertitudes concernant l'état de forme de Olivier Kemen et de William le joueur de Swansea. Son nom m'échappe. Olivier Thiam, merci. Il y a le défenseur là, qui est titulaire dans son club là. Marc Gonzalez. Non, il y a Bokele Poutou. Il y a Bokele qui a joué à l'Axe Central tout récemment. Il a pu dans le gars a fait une très bonne saison. Et puis on a aussi le jeune Chato en latéral droit qui est tout fait. Donc moi je pense que sur le plan droit, on n'a pas beaucoup de problèmes. Il faut juste qu'on mette ces gars dans l'esprit. Dans l'esprit du match, c'est-à-dire que dans l'esprit Lyon et dans l'esprit de la compétition, moi je pense qu'il faut juste, il faut bien les cadrer. Mais parce que quand je vois ce que Enzo Tchato fait, non, quand même, il est quand même, c'est-à-dire qu'il revient, il revient. Voilà. Encore qu'on n'a pas tous les mêmes qualités. Mais je pense que sur le flanc droit, si on le fait confiance, on a vu avec Ebo, c'est pour la première fois. On l'a fait jouer à l'Axe Central. Le gars a sorti un match exceptionnel parce qu'on avait dans la mémoire qu'il joue souvent défenseur central en Italie, tout comme latéral gauche. Donc je dis qu'il y a aussi Bokele qui est là. Beaucoup dit maintenant. Par rapport au penalty qu'il a fait l'autre jour là, est-ce qu'il sera dans les dispositions mentales ou bien psychologiques de te faire un bon match, un match à haut risque? Est-ce qu'il n'aura pas la peur de mal faire et te causer encore des dégâts? Dans ce registre, il n'est pas le seul. Non. Voilà. Peut-être le choix du terrain. Oui, parce qu'il y a tout ça, on va te dire non, tu vois, ce gars, il est costaud, il vient te taper un peu les types comme une jeune fille. Tu vois, c'est là, on a crié sur lui, on l'a out de l'équipe nationale, ce qui était mauvais. Il fallait plutôt le ramener, lui faire comprendre que ça arrive. Et toi, on a raté. Drogba, on a raté. Les grands joueurs, on a raté. Sadio Mané, on a raté devant le jeune Fabrice. Il y a tout ça. Donc, et puis, on a mis out. Maintenant, il y a Clinton Dié qui revient. Je suis sûr. Lui, c'est un titu. Lui, c'est un nomade. C'est-à-dire que lui, c'est un dur. Et je suis sûr, on l'a tellement saboté que le fait qu'on lui donne la possibilité d'être là, je vous assure, comme c'est un garçon qui a un mental très fort, s'il entre dans ce match et qu'il est dans ce bon jour comme en Europe, là, non, il va faire la différence. Ça, je vous assure. On va terminer avec le coach David Gambi. C'est vrai qu'il abordait déjà la ligne d'attaque. La ligne d'attaque de Rigobert Song. Quand on regarde les joueurs convoqués, il y a quand même des profils différents. Et des joueurs aussi qui ont une panoplie, comme on avait dit ça, qui ont plusieurs palettes dans leur registre technique. Moi, je prends l'exemple sur ces lignes d'attaque en fonction du schéma qui sera utilisé. L'association, le tandem de retour de Choupo-Moting. Il n'était pas là lors du dernier rassemblement. Clinton Dié revient aussi. Toko Ekambi, il est toujours là depuis. Vincent Boubacar qui revient aussi. Moumi Gamalou, merci, qui est là. Est-ce que sur ces lignes d'attaque, le coach aussi, le staff technique des Lions, ne pourra pas, durant ce rassemblement, trouver aussi la bonne formule alors en fonction de l'état de forme de ces différents joueurs, la forme physique, l'aspect mental que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que sur ces lignes d'attaque, on peut partir aussi sur des certitudes ou on peut avoir quelques surprises la dernière minute? Bon, je pense que pendant toute cette période, je pense qu'ils vont d'abord faire ce qu'on appelle le scoutisme. Ils vont d'abord essayer d'observer l'adversaire. Parce que pour faire le choix également de ces hommes de choix, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut intégrer. Maintenant, quel est le choix? Qu'est-ce que le Gobert veut? Le manager va aborder ce match dans quel esprit? Quel esprit avec lequel il va aborder le match? Un peu de prudence et attendre l'endurance pour que plus le match va avancer, peut-être plus tard qu'il va gagner, remporter son match. Et s'il faut qu'il enflamme dès le début du match. Donc tous ces choix maintenant, tout ça, c'est les choses. Ce n'est que dans sa tête. Ce n'est que nous ne faisons que des analyses, que des suppositions, des spéculations. Donc tout va dépendre maintenant. Alors comment il veut aborder son match? Est-ce qu'il veut mettre une stabilité, par exemple, sur le plan défensif et maintenant que sur le plan offensif, permettre aux deux latéraux de temps en temps de monter pour aller créer la supériorité vers l'avant pour aller jouer? Est-ce qu'il va pouvoir maintenant bien équilibrer derrière et laisser jouer peut-être avec un groupe peut-être de 4 ou 5 attaquants? Tout ça, c'est autant d'interrogations qu'on va se poser. Mais je pense pour ma part qu'il ne va pas beaucoup évoluer, il va rester fidèle un peu à ses choix. Je pense que c'est les mêmes personnes qui vont arriver. Moi, je pense pour ma part qu'il va aller avec les certitudes. Où on a Choupo-Moting, on a Vincent Boubacar, soit Ngamalou sur un côté, Toko Kambi Bembemo. Moi, je pense que c'est sur les 5 là que ça va pas. Il va pas faire jouer Ngamalou latéral droit. On l'a vu la fois dernière. Oui, comme la fois dernière. Il a marqué l'autre jour. Voilà, donc je pense que c'est sur même que ce soit dans un 4-4-2 ou bien dans un 4-3, il y a des éléments avec tous ces 4 ou 5 joueurs là.
Dans tous les cas, voilà donc ainsi résumé les chantiers qui attendent le staff technique de l'équipe du Cameroun avant ce match contre le Burundi. On rappelle, c'est à partir de 20h00. Le match Cameroun-Burundi le 12 septembre prochain à Garoua, au Rumde Adja Stadium. Les Lions qui démarrent le stage ce lundi. C'est le 6 septembre, autant pour moi, que le groupe de Rigobert va quitter Yaoundé pour s'installer à Garoua et poursuivre cette préparation du match contre le Burundi. À partir du 8 septembre, les Lions qui vont poursuivre le stage dans la ville de Garoua avec quelques séances d'entraînement qui seront ouvertes au public, comme l'a annoncé durant cette conférence de presse le team presse, autant pour moi, de cette formation. On pense aussi à ces joueurs camerounais qui ont disputé les matchs dimanche, mais qui vont prendre la route pour Yaoundé et retrouver leurs coéquipiers pour préparer ce match contre le Burundi. C'est donc la grosse actualité de cette semaine, le rassemblement des Lions indomptables dans la ville de Yaoundé et qui se suivra dans la ville de Garoua. Nous allons prendre une pause et on revient pour aborder la dernière thématique de DFC. La nécrologie, avec la disparition de Salif Keita, cette légende du football malien, pas seulement malien, football africain aussi, le tout premier ballon d'or africain en 1970. À cette époque, ils sont très nombreux, certains footballeurs camerounais qui sont aujourd'hui dans cette tanière des Lions notables. Un footballeur très connu qui n'a pas seulement été dans le football, mais qui a aussi eu une autre carrière en dehors des stades de football. Raphaël Maniaka, en revisitant la carrière, le parcours de Salif Keita, qu'on appelait Domingo, ou alors Black Panther. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette carrière-là, Salif Keita? Je note déjà que c'était un pionnier parce que il a été le tout premier ballon d'or africain. Il a joué les 2 premières finales de Ligue des Champions avec l'AS Real Bamako. Donc, Bourreau de Coton Sport de Garoua, il faut le signaler. Voilà, donc je pense que c'est un joueur qui débute sa carrière à 16 ans. À cette époque-là, c'est quand même déjà très jeune. Même aujourd'hui, on parle quand quelqu'un débute à 16 ans. Hein, c'est énorme. Donc pour moi, c'est un pionnier dans notre football, le football africain. Quelqu'un qui a su élever, donner beaucoup plus de grandeur aux footballeurs africain, mais l'anecdote que moi j'aime toujours retenir de lui, parce que je ne le connaissais pas très bien, mais c'est cette anecdote-là qui m'a amené à me pencher. C'était son arrivée en France, lorsqu'il quittait le Mali, où il arrive à Paris, à l'aéroport. Il prend directement de l'aéroport pour Saint-Étienne, directement, et ça lui a coûté pratiquement la peau des mains, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas encore de Uber, il ne connaissait pas. Entre le changement de société, tout ça, ça a été un peu difficile pour lui. Donc, c'est ça qui m'a amené à me demander, mais qui est ce joueur-là qui a commis, je vais dire quoi, pas une erreur, mais cette maladresse-là, parce que pour sa première en Europe, ça arrive comme ça. Donc, voilà, c'est un joueur aussi qui a marqué beaucoup le Saint-Étienne. Je pense qu'aujourd'hui, un COP de supporters stéphanois qui porte l'un de ces acronymes sobriquets du côté en hommage à Salif. En hommage à Salif Keita. Donc ça démontre un peu l'homme, le joueur qu'il a été, qu'il a représenté au cours de ces dernières années, du temps de son vivant. Beaucoup d'hommages et condoléances au peuple malien. Oui, c'est une disparition. Même la CAF, la Confédération africaine de football, a rendu hommage également à Salif Keita, sans oublier même la Fédération malienne de football, avec aussi l'État du Mali qui a... les hommages se multiplient autant pour moi du côté du Mali depuis l'annonce de la disparition de la légende de Salif Keita. Lorsqu'il remportait ce ballon d'or en 1970, je me souviens, il évoluait à Saint-Étienne déjà, lorsqu'il remportait ce ballon d'or en 1970. Coach l'a commenté. Quand on parle de ces footballeurs africains, ces légendes, un entraîneur de foot, vous connaissez aussi les légendes, ceux-là qui ont porté le football africain à l'international. Samuel Eto'o. Roger Mila. Roger Mila. Salif Keita. Abedi Pelé. Ils sont très nombreux. Didier Okocha, tout ce monde. Voilà, non, mais pour faire sérieux, je pense que l'Afrique aujourd'hui doit être fière. L'Afrique doit être fière, et comme je vous dis souvent, je fais partie. Moi, bon, peut-être parce que comme je suis un peu manager dans d'autres structures, je suis plus quelqu'un qui rassemble. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devait, enseigner ce genre de personnes dans nos écoles africaines. Vous voyez, aujourd'hui, il va mourir là, on va parler, puis ça va passer. Mais l'histoire doit
se transmettre de génération en génération. Même nos petits-enfants qui ne sont pas encore nés doivent connaître Salif Keita, parce que ce n'est pas de à n'importe qui d'être quand même le tout premier ballon d'or africain dans le monde entier. C'est important. Et non seulement ça, c'est un joueur, pour moi, c'est des génies en fait. C'est-à-dire qu'un joueur que tu ne peux pas expliquer, un joueur que tu ne peux pas décrire n'importe comment, c'est seulement que lui, c'était un très grand joueur. Donc il te faisait des choses qui sortaient de l'ordinaire à l'époque, dans les années 60 et 70. Ça, c'est un joueur, je pense qu'aujourd'hui, là, il faut seulement que son âme repose en paix et que tout le temps qu'on essaye de mettre son histoire sur la table et qu'on lui rende hommage comme il faut, pas seulement à Bamako, pas seulement au Mali, pas seulement à Saint-Étienne, comme vous le faites déjà ici à Dash. Donc déjà, sur ce point, je peux quand même vous dire, vous tirer un coup de chapeau. Donc, mais je pense que non, il faut pérenniser ça. Il faut de temps en temps, lors de vos émissions, on peut avoir 2-3 minutes pour parler d'une légende. Ça, c'est important. Maintenant, les écoles de football doivent être capables. Quand tu entres dans une école de football aujourd'hui, soit dans un très grand centre, on doit être capable d'identifier les anciennes gloires, les légendes africaines, même si c'est qu'ils n'ont pas vu jouer. Nous, on n'a pas eu la chance de voir le ballon de Salif qui était en 70, je n'étais pas encore né, donc peut-être quelques temps après. Mais après, quand je vois ça, ah non, lui c'est Salif. Après, on t'explique l'histoire. Il faut que dans les centres, même dans les équipes, tu vois les photos de Roger Mila, d'Abega, de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, pas seulement au Cameroun, dans toute l'Afrique. Et c'est ça. C'est ça qui m'intéresse, que son âme repose en paix et que pour moi c'est un roi. On dit seulement que le roi n'est pas mort, que vive le roi. Donc, vive le roi. Il y avait justement le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui rendait aussi hommage à Salif Keita sur ses réseaux sociaux en indiquant que Salif Keita était pour l'Afrique ce que Pelé a été pour le monde. Vive le roi. C'est un roi. Qui vive éternellement, enfin entre guillemets. C'est-à-dire, ça, c'est pas pour le comparer au Créateur, mais qui reste dans nos mémoires et dans les mémoires des générations futures éternellement. Nous allons écouter, merci coach, tu l'as commenté, nous allons écouter Mohamed Soumaré, c'est un consultant sportif au Mali qui nous parle également de Salif Keita. Salif Keita, on voit que déjà depuis les compétitions, les pionniers s'étaient distingués de ses camarades. Et là, déjà à 15 ans, il avait signé à l'AS Real. Et dès les premiers entraînements, il avait déjà convaincu ses entraîneurs et il avait commencé à jouer avec l'équipe première. À 17 ans, déjà, il était sélectionné en équipe nationale pour aller jouer en Indonésie au jeu des nouvelles forces émergentes, Ganefo. Ensuite, il y a eu la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1965 avec le Stade malien. Il a été sélectionné par le Stade malien pour jouer toute la campagne, durant laquelle il a marqué 8 buts, une finale perdue face à l'Orix de Douala 2-1. Et l'année suivante, il a joué avec son club, le club de ses débuts, l'AS Real, la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions face au Stade d'Abidjan. Et on se souvient, après la finale de retour perdue à Abidjan, le Real avait gagné 3-1 à Bamako avant de s'incliner 4-1 à Bamako. Avait gagné 3-1 à Bamako avant de s'incliner 4-1 à Abidjan. Et au retour, le public avait pris en grippe Salif et on l'avait accusé d'avoir vendu le match. Il n'avait pas supporté cela. Et c'est un commerçant du nom de Daguerre, commerçant libanais, qui l'a mis en contact avec Pierre Garonner. Et là, on l'a fait fuir du Mali. Il est passé par le Libéria pour prendre un avion et se rendre en France. Et à Saint-Étienne, dès les premiers entraînements, il avait convaincu Albert Batteux, son entraîneur. Et voilà, tout est parti de là, avec la médiatisation, tout ce qui s'est passé. Il faut reconnaître aussi qu'à Saint-Étienne, il avait été bien encadré à ses débuts par les Africains qui étaient Frédéric Doumbé, paix à son âme, et Rachid Mekloufi. Donc ensuite, tout est parti de là. Son talent ne faisait l'ombre d'aucune contestation. Et d'ailleurs, c'est à juste titre qu'il a été fait premier ballon d'or africain par le magazine France Football. Et ensuite, il a été déclaré hors course pour ne pas qu'il le remporte chaque année. Donc ensuite, il y a eu aussi cet épisode à Marseille. Lorsqu'il est passé à Marseille, il avait refusé la nationalité française. À l'époque, il l'avait dit, il ne voulait pas donner cet exemple aux jeunes Africains. Il fallait que les jeunes Africains soient fiers de leurs origines, parce qu'il y avait 3 étrangers à Marseille qui étaient Scoblar, Manusson et lui. Et donc, il fallait que 2 jouent. Et là, on est allé le voir pour qu'il prenne la nationalité française, chose qu'il avait refusée. Et ça n'avait pas plu aux Marseillais qui lui en ont voulu.
D'ailleurs, il y est resté une seule saison avant d'aller à Valence en Espagne pour 3 saisons et ensuite au Sporting du Portugal pour finir sa carrière aux États-Unis. Mais du côté de l'équipe nationale, là aussi, il a joué quelques finales, notamment la finale de la Coupe Kwame Nkrumah, une Coupe d'Afrique de l'Ouest à l'époque en 1963 au Ghana, perdue. La finale des Jeux africains de Brazzaville, perdue au corner parce qu'il y avait eu 0-0 en fin de match et le Mali avait perdu au corner. Et la finale de la CAN 72 aussi perdue 3-2 face au Congo. Et cette CAN 72 reste un des plus grands regrets et un des plus mauvais souvenirs de Salif puisque dès le premier match il avait été blessé et donc il n'avait pas joué beaucoup de matchs. En finale ils l'ont fait rentrer et au bout de 20 minutes aussi il ne tenait pas. Il est sorti et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et il a toujours dit son plus grand regret, c'est de n'avoir pas pu remporter un trophée continental pour son pays. Et bon, ça fait partie aussi, ça fait partie de la vie, mais il a eu des distinctions individuelles. Je rappelle que le gouvernement de la transition au Mali a programmé les obsèques de Salif Keita pour le mercredi 7 septembre 2023 à partir de 15h00. La cérémonie funèbre qui aura lieu au complexe Kadiali Diawara. C'est l'antre de l'AS Ria Bamako, le corps de cœur de Salif Keita. C'est ainsi que nous allons mettre un terme à cette édition de Dash Football. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce programme. Merci au coach David Gambé. Vraiment, bonne préparation pour la prochaine saison. L'émission est terminée, coach. Ouais, merci beaucoup. C'est un match de football. C'est un match de football. On a fait 90 minutes. On n'a pas vu le temps passer. Mais sauf qu'il n'y a pas les arrêts de jeu. Là. Il n'y a pas de temps. Non, ici, on ne donne pas le temps additionnel. Le temps additionnel a déjà augmenté. Ça a été très plaisant. C'est toujours avec un plaisir renouvelé chaque fois que je suis invité. Merci beaucoup au coach David Gambé qui était avec nous. Merci au coach Lacombe Monté qui a aussi plusieurs autres casquettes, manager, entraîneur de football, DT, préparateur physique. Non, je ne suis pas préparateur physique. Mais parce que j'ai eu le bac A, donc pour être préparateur physique, il fallait avoir le bac D, je crois. Ouais. Donc je ne suis pas préparateur physique, je suis seulement un entraîneur de football. Et je pense qu'il est important d'avoir plusieurs activités ou bien plusieurs secteurs d'activité, sinon après... Merci beaucoup. Dans tous les cas, je suis toujours très content d'être à vos côtés, coach de la communauté. Bon, tant mieux. Ça me rassure. Merci beaucoup. Me rassure beaucoup. Merci beaucoup. Merci au coach. Merci au confrère Raphaël Maniaka qui est avec nous, journaliste à Griffe de Foot. C'est un média en ligne qui traite l'actualité du football local et international. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être sur vos plateaux au DFC. Et merci encore aux panélistes, aux entraîneurs qui sont pour nous avoir édifié sur la méthodologie et la psychologie de l'entraînement. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bon retour, bonne rentrée des classes et on se retrouve la semaine prochaine.